Bonsoir, Monsieur Trichet. Au nom de l'Université Paris-Dauphine et de Dauphine Discussion Débat, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est un véritable honneur pour nous étudiants de recevoir l'homme qui, en 2007, a reçu le prix de personnalité de l'année par le Financial Times et de pouvoir échanger avec vous ce soir. Je vais maintenant revenir sur votre parcours qui est des plus inspirants. Monsieur Jean-Claude Trichet, car vous êtes un économiste et banquier français de renom. Né le 20 décembre 1942 à Lyon, vous êtes surtout connu pour votre rôle en tant que président de la Banque centrale européenne de 2003 à 2011. Après avoir étudié à l'École nationale supérieure des mines de Nancy, vous avez poursuivi vos études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'École nationale d'administration. Sorti de l'ENA en 1971, vous avez commencé votre carrière en tant qu'inspecteur des finances. C'est dans cette école que vous avez gagné le surnom de Juxtus pour votre combat au sujet des travailleurs. Vous êtes en effet un homme de combat. Vous avez ensuite rejoint le Trésor public en 1974, où vous avez occupé diverses fonctions de direction. En 1987, vous avez été nommé directeur du Trésor et avez joué un rôle déterminant dans la préparation du traité de Maastricht qui donne les bases de l'Union économique et monétaire européenne. En 1993, vous êtes devenu gouverneur de la Banque de France, poste que vous avez occupé jusqu'en 2003. Durant cette période, vous avez joué un rôle important dans la transition vers l'euro et la mise en place des politiques monétaires européennes. Puis en 2003, vous avez été nommé président de la Banque centrale européenne. Vous êtes resté à la tête de la BCE jusqu'en 2011, période durant laquelle vous avez dû faire face à la crise financière mondiale et à la crise de la dette souveraine en Europe. Vous êtes salué pour votre gestion de la crise et votre engagement en faveur de la stabilité monétaire en Europe. Cher Monsieur Trichet, vous avez également été membre de plusieurs conseils d'administration et de surveillance, notamment ceux du Fonds monétaire international et de la Banque des règlements internationaux. Actuellement, vous continuez d'exercer une influence significative sur la scène internationale en tant que conférencier, conseiller et membre de diverses organisations et comités. Vous êtes notamment président d'honneur du groupe de réflexion européen Bruegel et membre du conseil des gouverneurs de l'Institut de finance internationale. De plus, vous participez activement à des forums économiques et financiers mondiaux, partageant votre expertise et contribuant au débat sur les politiques économiques et monétaires. Vous êtes aussi connu pour votre travail acharné dans votre appropriation culturelle européenne. Il n'était pas rare de vous voir avec votre lecteur MP3 à essayer d'apprendre l'allemand. Je finirai ma présentation par une citation de Goethe qui, je crois, Monsieur Trichet, a appuyé certains de vos discours, comme vous aimez si bien le citer. Ce n'est pas suffisant de savoir, il faut appliquer son savoir. Ce n'est pas suffisant de vouloir, il faut agir. Et nous savons, Monsieur Trichet, que vous savez agir vite, comme vous l'avez montré lors de la crise de 2008. Je vais maintenant laisser la parole à la modération de ce débat, à un débat d'actualité jusque dans sa forme, puisqu'il est animé par nos retraités de DDD, Roman Franceschi et Matteo Journiac. Ils aborderont avec vous le rôle de la BCE dans les politiques monétaires et le contexte inflationniste actuel. Pour vous qui avez la hantise de l'inflation, vous devez être servis. Je vous remercie et bon débat à tous. Merci beaucoup de cette présentation extrêmement flatteuse. Il ne faut pas croire tout ce qui vient d'être dit, naturellement, mais c'est la loi du genre. Donc, très bien. Merci en tout cas beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir. Comme je le disais à ceux qui m'ont accueilli, j'ai le souvenir d'être déjà venu dans cette salle, mais effectivement, comme les temps et les années se sont écoulés, je pense que c'était comme gouverneur de la Banque de France, probablement. Il y a donc beaucoup d'années, puisque j'ai dû quitter la Banque de France il y a plus de 20 ans. Donc, un mot simplement pour vous dire que, évidemment, le sujet que vous m'avez proposé est tout à fait passionnant, d'une actualité évidemment absolument brûlante. Nous vivons en ce moment des moments qui sont très, très, très importants pour l'ensemble des pays avancés, pour l'ensemble de l'économie mondiale.
Si j'étais maître moi-même des questions, je vais simplement vous dire en une minute quelles sont les questions que je me serais posées à moi-même et auxquelles je me serais proposé de répondre. Mais la loi du genre, c'est que c'est vous qui posez les questions et c'est très bien comme ça. C'est beaucoup plus vivant, évidemment, et vous évitez un exposé introductif un peu trop long. Donc voilà l'énoncé des 4 questions qui me paraissent importantes dans les circonstances présentes. Si on veut avoir à la fois une idée de ce qui se passe actuellement, une idée des raisons pour lesquelles ça se passe et une idée de ce qui s'est passé dans un passé relativement récent. Donc, première question, comment expliquer que nous ayons eu pendant une longue période de plus de 10 ans, entre la grande crise financière de 2007-2008, à laquelle j'ai moi-même contribué, dont j'ai contribué à éviter qu'elle ne soit trop dramatique, mais elle a été dramatique. Et la crise de la Covid, donc entre cette période-là, entre ces 2 grandes crises-là, pourquoi a-t-on eu une période avec des taux d'intérêt extraordinairement bas, même négatifs en Europe et au Japon, avec une inflation extraordinairement basse, avec la conviction justifiée, je crois, que la matérialisation du risque de déflation était le danger principal et pas l'inflation, puisque l'inflation était extrêmement basse, la stabilité des prix était assurée d'une manière tellement spontanée et brillante que le problème était d'éviter la déflation. Deuxième question. Alors, à cette question, j'ai 5 réponses moi-même pour vous montrer à quel point tout cela est multidimensionnel, complexe, multidimensionnel. Deuxième question, que s'est-il passé aux alentours de l'année 2021 qui fait que nous observons dans les pays avancés un formidable point d'inflexion avec la réapparition de l'inflation qui, comme disent les anglo-saxons, réapparaît avec vengeance, with vengeance, et pourquoi, en conséquence, l'ensemble des politiques monétaires des banques centrales des pays avancés ont-elles dû changer radicalement? Quelles sont les causes à la fois conjoncturelles, structurelles et mi-conjoncturelles, mi-structurelles, si je puis dire, qui expliquent que nous ayons aujourd'hui l'inflation que nous observons, et ce, depuis, en gros, je simplifie outrageusement, mi-2021, aux États-Unis, comme en Europe, comme dans l'ensemble des pays avancés, comme dans l'ensemble du monde aussi par voie de conséquence. Troisième question. À cela, j'aurais 8 dimensions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Là aussi, j'insiste sur le caractère multidimensionnel, très complexe. Et puis, troisième question, pourquoi est-ce qu'il était si difficile, au moment de la reprise de l'inflation, de prendre la mesure de ce qui se passait, à la fois pour les économistes, les universitaires, les gouvernements et les banques centrales? Pourquoi est-ce qu'il a fallu un délai assez long, finalement, qui est de l'ordre de plus d'un semestre, en fait, pour que les actions correspondant à la situation nouvelle qui s'était créée ne soient prises dans une période où, en effet, la reprise de l'inflation était pourtant flagrante. Et puis, il y a une dernière question. Là j'ai aussi 5 explications pour essayer d'entrer, si vous voulez, à l'intérieur de ces networks très complexes qui ont tous fonctionné avec beaucoup de viscosité, si je puis dire, de viscosité conceptuelle, de viscosité intellectuelle. Et encore une fois, je mets vraiment sur le même plan les institutions, les autorités, le marché, les participants du marché, les économistes. Et puis, dernier point, alors, question que je me pose à moi-même, mais j'y réponds aussi, est-ce que les banques centrales vont reprendre le contrôle de ce qui est en train de se passer des 2 côtés de l'Atlantique, en Europe, dans la zone euro, dans les autres pays européens et aux États-Unis? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans leur détermination, dans la détermination qu'elles ont prouvée? Et à cela, je répondrai volontiers, même si nul n'est maître de l'avenir et s'il faut rester très prudent et circonspect quand il y a tellement de changements structurels en route et aussi tellement d'incertitudes
internationales présentes, non seulement d'ailleurs la guerre en Europe ou les risques géostratégiques qui peuvent se présenter partout, mais aussi tout simplement les problèmes endogènes propres à la sphère financière. Personne, il y a 15 jours, je serais venu il y a 15 jours, je ne vous aurais probablement pas dit la Silicon Valley Bank, ça ne va pas du tout, et vous devez vous préparer à un coup de tabac très sérieux. Donc c'est venu, il faut comprendre ce qui se passe, mais surtout être extrêmement vigilant, extrêmement alerte, si je puis dire. Voilà, j'arrête là. Je n'ai pas abordé une seule des réponses à ces questions, mais sachez que ce sont les questions que je me pose en ce moment. Merci. Alors, merci beaucoup pour ces quelques mots. Bienvenue encore une fois à l'université et au sein d'un débat de Dauphine Discussion Débat. On va essayer de traiter un peu toutes les questions que vous venez d'énoncer, mais il nous semblait important, pour commencer ce débat, d'avoir un peu de pédagogie de votre part. Donc, comme vous venez de le rappeler, on est dans un contexte inflationniste global presque sans précédent, notamment aux États-Unis et en Europe. Quelques petits rappels des derniers chiffres. On a une inflation à 8,5% en février pour la zone euro et à 6% aux États-Unis, sachant qu'on a eu, comme vous le disiez, beaucoup d'années avec quasiment zéro et une cible d'inflation à 2% qui a été dure à atteindre. Parmi les principales sources de cette tension sur les prix, on retrouve d'une part la reprise économique très importante à la sortie de la crise du Covid-19, ainsi que des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment avec les grandes fermetures en Chine. L'Europe, de plus, a été touchée par une crise des prix de l'énergie suite au déclenchement du conflit en Ukraine. Face à ce contexte inflationniste, la Fed, la Banque centrale américaine et la BCE, la Banque centrale européenne, ont décidé d'intervenir pour tenter de stopper cette hémorragie et réussir à ramener cette inflation proche de leur cible, communément de 2%. L'instrument employé par ces deux banques centrales et par de nombreux autres à travers la planète a été le resserrement monétaire. Il nous semble ainsi important d'introduire brièvement cet outil auprès de notre audience. Ainsi, monsieur le gouverneur, pouvez-vous rapidement revenir sur le principe du resserrement monétaire, ses mécanismes et ses effets à la fois sur l'inflation et sur la croissance? Merci beaucoup. Un mot sur les chiffres que vous avez cités, parce qu'ils sont très importants. Les deux messages que j'aurai sur les chiffres que nous observons en ce moment, et là aussi il faut rester très circonspect parce qu'ils changent évidemment chaque mois en ce moment, mais je suis très frappé de voir que l'inflation totale, c'est, comme vous l'avez dit, 8,5% en Europe, 6% aux États-Unis. Déjà ça vous dit quelque chose d'important, parce que ça veut dire que chez nous, on a réellement un choc dans lequel l'offre joue un grand rôle. Les 8,5, ça fait 2,5 de plus qu'aux États-Unis, alors qu'on a la même inflation sous-jacente, je vais y revenir. Mais donc, les États-Unis sont, eux, beaucoup plus devant un choc de demande. Vous avez tous, je crois, lu cela dans les articles économiques, et c'est profondément vrai, je crois, malheureusement pour nous, parce que c'est évidemment une situation beaucoup plus difficile, mais la guerre est en Europe. Nous sommes beaucoup plus touchés sur le plan énergétique et sur le plan de l'alimentation que ne le sont les États-Unis. Donc quand on retire de l'inflation totale l'énergie et l'alimentation, on arrive au même chiffre des deux côtés de l'Atlantique qui est approximativement de 5,5%, 5,6, 5,5. Donc on a le même problème que les Américains dans la reprise, si vous voulez, de l'inflation sous-jacente. C'est quand même l'inflation sous-jacente qui anticipe ce que sera l'inflation future. Et pour revenir à 2%, on a à peu près le même problème. N'oubliez pas que des deux côtés de l'Atlantique, l'objectif affiché par les banques centrales, c'est revenir autour de 2% à moyen terme. À moyen terme, ça veut dire pour les Européens, et je crois aussi pour les Américains, entre la fin de l'année 2024 et la fin de l'année 2025. Donc arriver, si vous voulez, à maîtriser ces 5,5 qu'on a actuellement et qui sont 5,5 sans l'énergie et sans l'alimentation, en tout cas sans l'énergie et l'alimentation directe. Évidemment, il y a de l'énergie et de l'alimentation indirecte là-dedans. Mais il y a aussi un phénomène de contagion, et c'est ce phénomène de contagion qu'il faut éviter à tout prix. Choc des deux côtés de l'Atlantique, conséquence à peu près la même, comme je viens de dire, sur l'inflation sous-jacente, mais plus de chocs d'offres de notre côté de l'Atlantique, plus de chocs de demande de l'autre côté de l'Atlantique.
Ce qui veut dire qu'il n'est pas anormal qu'il y ait du côté des banques centrales une attitude plus, comment dirais-je, ultra-orthodoxe, comme on dit, ou moins accommodante, enfin beaucoup moins accommodante du côté des États-Unis qu'en Europe, parce que aux États-Unis, il faut traiter le problème de la demande, puisque c'est principalement un choc de demande, et la Banque centrale sait très bien traiter un choc de demande. Alors que de ce côté de l'Atlantique, hélas, le travail de la Banque centrale est fait en partie par le fait que le choc d'offres freine évidemment la demande globale, sans que la Banque centrale ait évidemment elle-même à agir autant qu'aux États-Unis. Je mentionne ça en passant, ça peut vous expliquer la différence de taux d'intérêt que vous avez d'un côté de l'Atlantique à l'autre, et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les Européens n'ont rien à faire et que la Banque centrale européenne n'a rien à faire, parce que ce serait un choc d'offres et qu'il n'y aurait qu'à laisser traverser en quelque sorte le choc d'offres sur 1 ou 2 ans pour se retrouver dans la très bonne situation. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, l'inflation sous-jacente est là. L'inflation sous-jacente, c'est la vraie inflation durable, si je puis dire, à venir, telle qu'on peut la redouter. Et donc, il faut évidemment, des deux côtés de l'Atlantique, traiter le problème. Alors, j'ai déjà dit ce que vous savez tous, évidemment, à savoir que les banques centrales sont très bonnes pour être capables de modérer la demande. En revanche, elles n'ont pas, évidemment, le contrôle des prix de l'énergie, des prix des céréales. Elles sont là, si vous voulez, pour s'assurer qu'on ne laisse pas l'inflation s'incruster, si je puis dire. On avait laissé l'inflation s'incruster lors d'un phénomène, d'un phénomène très important précédent, il y a longtemps, évidemment, que vous avez lu ça dans les livres. Moi, je l'ai vécu au moment du premier choc pétrolier, premier et deuxième choc pétrolier. Donc, vous vous en souvenez peut-être, on était en 73 et il y a eu un peu l'équivalent de ce que l'on vit actuellement sur le plan énergétique, une énorme différence de prix tout d'un coup de l'énergie, et les banques centrales ont laissé filer l'inflation. Les banques centrales, les gouvernements, enfin l'ensemble, disons, des responsables. Les États-Unis jouent toujours un rôle tout à fait dominant, encore maintenant, et à l'époque encore beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc, l'inflation a galopé aux États-Unis. Elle est montée aux États-Unis, dans plusieurs pays avancés, à 14%. Il a fallu reprendre en main le contrôle de cette inflation à la fin de cette décennie des années 70. C'est Paul Volcker, le nouveau président de la Fed, qui est arrivé à la tête de la Banque centrale américaine. Il a dû hausser les taux d'intérêt jusqu'à hauteur de 20% à un moment pour arriver à casser l'inflation et à revenir, disons, à ce qu'on peut appeler ou pourrait appeler la stabilité des prix. Ça a été très douloureux, récession bien sûr, crise en Amérique latine, crise généralisée des pays émergents qui tout d'un coup se retrouvaient avec un environnement financier beaucoup plus défavorable que celui qu'ils avaient connu dans le passé. Je n'insiste pas plus, mais l'une des conclusions que les observateurs, que l'académie, comme disent les anglo-saxons, les universitaires, ont retenu de cet épisode, c'est qu'il ne faut pas laisser l'inflation galoper de manière débridée, qu'il faut essayer d'être aussi vigilant que possible dans la maîtrise de l'inflation, parce que le coût de la reprise en main est colossal. Et j'ajoute en passant, mais c'est très important, que lorsque vous devez reprendre en main une situation catastrophique, c'est toujours les plus démunis, les plus défavorisés, la partie la plus vulnérable de la population de nos démocraties, de nos sociétés, qui payent le prix le plus élevé. Et donc, à mon avis, c'est une manière erronée de voir les choses que de dire surtout ne durcissez pas vos politiques, laissez l'inflation, hausser les taux d'intérêt, c'est très très mal. Parce que, bon, c'est vrai, dans l'immédiat, ça fait plaisir à tout le monde, mais à terme, le prix à payer par les plus démunis est considérable. J'arrête là. J'ai peut-être répondu un petit peu trop longuement à votre première question. Arrêtez-moi en route. Hein, si... De toute manière, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait parler encore beaucoup plus longtemps. Allez-y.
Du coup, vous avez un peu devancé notre deuxième question, Ah. vu que elle s'agissait, on voulait parler de l'inflation sous-jacente, justement. Oui. Et comme vous l'avez bien dit, il ne faut pas laisser l'inflation s'incruster, rester ici. Et il ne faut pas la laisser galoper. Et pourtant, on voit bien que l'inflation sous-jacente est encore très élevée. Vous avez rappelé les chiffres, 5,5%. Et du coup, là où elle était d'abord exogène, vu qu'elle était liée à des chocs d'offres sur les prix de l'énergie, notamment en Europe, elle s'installe un peu et elle devient un peu endogène. Et du coup, il y a quand même un risque de rentrer dans une boucle prix-salaire qui est assez inquiétant. Et notamment quand on regarde les coûts salariaux unitaires fin 2022 qui ont augmenté de 5% en zone euro. Et du coup, on se demande si aujourd'hui la réponse des banques centrales, elle permet réellement de répondre aux enjeux du contexte inflationniste actuel. Et est-ce que selon vous, la réponse des banques centrales, elle a été assez rapide, de bonne ampleur, et est-ce qu'elle a été complète? Est-ce que les banques centrales ont utilisé tous les outils dont elles disposaient actuellement pour combattre cette inflation et justement ne pas laisser l'inflation sous-jacente galoper? Alors, d'abord, je crois en effet que les banques centrales, comme une nouvelle fois, j'utilise le terme anglo-saxon, disons les universitaires, les participants du marché, les gouvernements et les banques centrales ont eu du retard à l'allumage. C'est clair, c'est flagrant. On peut le documenter. On peut expliquer que M. Powell continuait à dire en octobre 2021 que l'inflation était transitoire et qu'on reviendrait aux États-Unis à une inflation à 2% ou autour de 2% dans le courant de l'année 2022. Vous voyez l'ampleur de la confiance qui était ainsi manifestée par le patron de la Banque centrale américaine. Heureusement, on ne peut pas documenter sur la Banque centrale européenne des propos aussi susceptibles, disons, d'être démentis par les faits. Mais c'est vrai que beaucoup de vos futurs collègues, enfin pour ceux d'entre vous qui seraient universitaires, disaient il y a tellement de bonnes raisons pour que l'inflation soit basse, et je peux y revenir longuement bien sûr, qu'il n'y a pas de raison que ça change brutalement. Donc il y avait une assez grande confiance qui était exprimée par tout le monde. Lorsque j'essaye de comprendre moi-même pourquoi ça a été si laborieux, la reconnaissance du fait qu'il fallait agir, et agir de manière très, très déterminée, vous pouvez dire, il y a le problème de la confiance générale de tout le monde dans le fait qu'il n'y avait pas de raison que ça change dramatiquement. On ne voyait pas très clairement pourquoi un régime d'inflation qui avait fonctionné pendant 10 ans allait changer dramatiquement. Et c'est vrai que c'est difficile, enfin il faut réfléchir. Deuxièmement, on avait des modèles économiques, vous devez apprendre ça par cœur maintenant, les Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, qui en fait ne rendent pas bien compte des phénomènes de transition, des moments où réellement il y a des changements structurels. J'ai connu ça moi-même quand j'étais dans la crise Lehman Brothers, parce que tous nos modèles donnaient une économie qui était en train de ralentir et effectivement qui était en négatif, si je puis dire, en économie réelle, mais aucun ne nous donnait ce qui était vraiment en train de se passer. C'est-à-dire que l'économie européenne, comme l'économie américaine, tombait comme une pierre. Et pendant 3 trimestres entiers, nos modèles ne reflétaient pas la réalité telle qu'elle était. C'est la même chose cette fois-ci. Clairement, les modèles, sinon Jay Powell n'aurait pas dit « je suis tranquille, l'année prochaine, donc en 2022, on sera à 2% ou autour de 2%. » Donc les modèles jouent un très grand rôle aussi. Et puis vous avez le forward guidance. Toutes les banques centrales des pays avancés, et des autres pays d'ailleurs, avaient dit « soyez rassurés, nous allons être ultra accommodants, non seulement maintenant, non seulement demain, mais même après-demain. Et ce, quoi qu'il arrive. » C'est ce qu'on appelle, vous savez, les indications ex ante, forward guidance. Et là, quand vous avez dit aux participants du marché, à l'ensemble des observateurs et aux institutions,
On va continuer à être avec des taux extrêmement bas, négatifs, proches de zéro. On va continuer à faire des acquisitions de valeurs négociables, etc. Changer à 180 degrés, c'est-à-dire dire oubliez tout ce qu'on vous a dit, on va faire exactement l'inverse, c'est pas facile. C'est pas facile dans aucun domaine de changer à 180 degrés, et évidemment encore moins quand vous prenez des engagements, quand vous avez votre propre crédibilité d'institution, vous prenez des engagements et vous devez dire ben non, je me suis trompé, la situation est très différente de ce que je vous avais dit. Notez bien, forward guidance, c'était dans une large mesure des engagements d'être très accommodants, non conditionnés. Non conditionnés, c'était inconditionnel. Donc, encore une fois, très, très, très difficile, me semble-t-il, à changer. Donc, vous voyez des raisons proprement de modèle économique, des raisons liées à l'hystérésis des décisions et des orientations qui avaient été prises, des raisons dues au fait que aller à l'encontre d'un consensus très fort et qui est à la fois privé et public, c'est pas non plus très facile. Donc, vous voyez, je ne dis pas ça pour pardonner aux banques centrales ce qu'elles ont fait ou les excuser, mais simplement pour noter qu'il faut en tirer des leçons pour l'avenir, certainement pour l'avenir, ne pas croire, dur comme fer, en période de transition très rapide, que les modèles dont on dispose actuellement sont totalement fiables, et faire très attention quand on prend des engagements inconditionnels. Là, vraiment, la leçon est sérieuse, elle est dure. Mais si je reprends votre premier point, vous avez parlé d'un environnement de confiance générale qui fait que les institutions ne croyaient pas à un changement de régime d'inflation. Mais je veux dire, depuis 2019, on a vécu plusieurs crises. On était dans un environnement qui était très instable. Les prix de l'énergie, ils ont commencé à augmenter à partir de 2021. Qu'est-ce qui fait que du coup, quand l'inflation est arrivée, on a quand même mis énormément de temps à agir, alors que ça fait quand même 3 ans que le contexte est exceptionnel et que rien n'est comme avant, finalement. Attendez, là je croyais avoir répondu à votre question, mais... Je rebondis à votre réponse. Oui. Alors, enfin, je m'interroge justement sur ce premier point. On avait, avec le Covid, c'était encore pire qu'avant. Avec le Covid, il y avait non pas simplement la menace grave et immédiate de la déflation, mais une menace immédiate d'implosion économique, non seulement de nos pays, de l'Europe, des États-Unis, mais de l'ensemble de l'économie mondiale, puisqu'on était tous frappés au même moment par l'épidémie qui, dans tous les cas, gênait et la production et la consommation de manière vraiment dramatique. Donc, vous voyez, le fait que l'inflation soit là à nouveau, c'était quand même une grande surprise. Une grande surprise. C'était une nouvelle surprise. Ça faisait, non pas une nouvelle, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'inflation. Et en plus, on était dans une situation encore plus désinflationniste avec le Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la grande surprise, ça a été qu'effectivement, la reprise post-Covid, enfin, ce n'était pas encore du post-Covid, mais c'est la reprise Covid qui, en gros, est documentée comme s'étant passé des deux côtés de l'Atlantique dans tous les pays avancés, disons, en gros, mi-2021. Hein, tout ça est à regarder d'encore plus près. Là, vous voyez, c'est le coup de tonnerre dans un ciel non pas serein, mais un ciel de déflation, de très faible inflation. Donc on peut comprendre quand même que, enfin, je ne veux pas les excuser trop. Moi j'ai toujours dit, et j'ai plutôt cette réputation, attention, soyez vigilants, l'inflation n'a pas disparu comme ça, prétendre que les taux d'intérêt sont éternellement à zéro, et beaucoup d'universitaires éminents ont dit ça. Hein. Ayez confiance, qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas être timide, empruntez massivement. Il n'y a aucun problème, les taux d'intérêt sont éternellement bas. Bon, en France, au moins pour le logement, c'est vrai qu'on emprunte à taux fixe. Donc ce n'était pas forcément idiot de dire, vous qui voulez acheter un logement, c'est peut-être le moment de prendre des prêts à 30 ans ou à 25 ans, parce que maintenant on ne les retrouve pas, évidemment, les taux d'intérêt qu'on avait. Mais dans les autres pays, la plupart des autres pays, on emprunte à taux variable. Et donc dire, il n'y a aucun problème, les taux sont éternellement bas, était déraisonnable, quoi, franchement. Mais, encore une fois, beaucoup le disaient avec beaucoup de force. Et j'ajoute, c'est une des explications que je vous ai données, les éléments structurels qui semblaient jouer en faveur d'une très faible inflation, notamment la globalisation. Vous avez abordé ce problème, on peut y revenir d'ailleurs. La globalisation, l'accélération de la globalisation,
qui est un phénomène extrêmement puissant, le fait que les employés, et notamment les employés et salariés du niveau moyen inférieur, étaient complètement plats en ce qui concerne leur rémunération, leurs revenus aux États-Unis et en Angleterre et dans pas mal de pays avancés. Donc là aussi, c'était un phénomène qui apparaissait comme étant éternel, jusqu'à ce qu'il y ait la révolte politique, me semble-t-il, des cols bleus, révolte politique des cols bleus que j'interprète politiquement comme étant marquée par l'élection de Trump. Trump devait défendre le big business, il était républicain. Il arrive au pouvoir en défendant les cols bleus, ce qui était un élément complètement nouveau, mais qui, à mon avis, marque précisément l'exaspération de la classe moyenne inférieure aux États-Unis devant, finalement, la stagnation de leur position relative dans l'échelle des revenus, et donc un changement que je crois très important sur le long terme. Ça, c'est un changement structurel de long terme, dans l'ensemble des grands pays avancés, certainement chez les anglo-saxons, parce que le problème des inégalités de revenus est maintenant, a complètement émergé au niveau politique, et donc est devenu un problème majeur, aussi bien pour les démocrates que pour les républicains, pour la droite que pour la gauche, c'est un problème majeur. J'arrête là, parce que encore une fois, je vais être trop long encore. Merci de votre réponse. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, quand on écoute tout ce que vous venez de nous développer, c'est que vous parlez de modèles qui ne sont plus adaptés, de changements structurels. Et on voit aujourd'hui, quand on lit les différents chiffres sur lesquels s'appuie la Fed ou la BCE pour piloter leur politique monétaire, on voit une Fed qui est très axée sur le marché de l'emploi, qui en janvier a créé 1,5 million de nouveaux emplois. Une grande surprise, une nouvelle politique avec Jérôme Powell qui disait que peut-être on allait se calmer, finalement qui a dit on va réaccélérer. Puis là, on a eu SVB qui est tombé en faillite. De nouveau, on pensait qu'on accélérait, mais on va de nouveau se calmer. Il y a quand même beaucoup de chiffres et beaucoup d'anticipation du marché qui ne sont jamais forcément complètement réalisés au bout de 1 ou 2 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans un nouveau paradigme économique? Est-ce qu'aujourd'hui, les outils, les modèles qu'on utilise ne sont plus adaptés à la réalité économique aujourd'hui? Et est-ce que du coup, ce resserrement monétaire, cette politique de nos banques centrales, en fait, peut-être ne tape pas à côté des vraies sources du problème, et ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, on continue à avoir une inflation qui continue à être très importante, malgré une action massive de la Fed, une action importante de la BCE. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à lire correctement l'économie, et on ne risque pas juste d'aggraver la situation? Bon, j'ai déjà dit que les outils économiques étaient insuffisants. Ce qui n'est pas insuffisant, c'est de prendre le pouls directement de l'économie réelle. C'est ce que font mes successeurs, c'est ce que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, quand, au moment de Lehman, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas croire dans les résultats que nous donnaient nos modèles économiques, eh bien, on a créé des réunions où venaient l'ensemble des responsables de l'économie, enfin, le plus grand nombre possible de responsables pertinents de l'économie européenne pour comprendre ce qui se passait, parce que ceux qui savent, ce sont ceux qui sont dans l'économie réelle et qui voient si effectivement l'économie s'effondre ou pas, si l'inflation est réelle et durable ou pas. Hein. Donc il y a toujours des moyens de ne pas être totalement dépendant des outils. Pour ce qui concerne les banques centrales, pour elles, les choses sont simples. Elles ont des outils qui passent, disons, en gros, par des canaux divers, mais en gros, elles ont plus ou moins d'influence sur la demande. Ça, c'est clair. Elles ne sont pas maîtresses ni de ce que les gouvernements ont comme responsabilité. Les responsabilités des gouvernements sont évidemment considérables. Si vous êtes en présence d'un gouvernement qui vous dit attention à la spirale prix-revenu, c'est très très... favorisez plutôt les primes non récurrentes que les augmentations de salaire récurrentes. Si vous avez un gouvernement qui dit ça, il aide évidemment à la moindre inflation à terme. Si au contraire il dit il faut augmenter le plus possible, c'est catastrophique. S'il dit indexer tout, c'est totalement catastrophique, parce que là l'inflation, elle roule toute seule éternellement si tout est indexé. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres partenaires. J'ai cité les gouvernements, je peux citer bien entendu les partenaires sociaux. Si vous avez des partenaires sociaux
disons en gros, reflétant la culture des moyennes entreprises exportatrices, qui eux-mêmes disent, oui, dans le fond, je préfère ce qui est non récurrent à ce qui est récurrent, parce que je n'ai pas envie que notre entreprise ferme parce qu'elle n'aura plus de marché à l'étranger, ou à ce que mes enfants n'aient pas de boulot dans l'entreprise, ou à ce que nous-mêmes nous soyons en situation difficile sur le plan de l'emploi. C'est tout à fait différent d'avoir une culture, si vous voulez, dominante d'entreprises moyennes exportatrices, plutôt qu'une culture dominante de grandes entreprises plus ou moins publiques ou n'ayant pas perdu la mémoire du fait qu'elles étaient publiques dans le passé et qui, elles, ne voient pas du tout le rapport entre leur propre salaire et la bonne marche de l'économie ou le chômage et l'inflation à venir. Donc vous voyez, on est bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres partenaires publics et privés, et j'ai évoqué les gouvernements, les parlements jouent un rôle très important. En ce moment, il y a un problème simple. Les gouvernements européens ont un très sérieux problème d'inflation, qui est le problème principal, le problème politique principal dans beaucoup de pays. Il faut effectivement en sortir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de désaccord. Aucun gouvernement en Europe ne dit finalement, avoir de l'inflation, c'est très très bien. Il y a des universitaires particulièrement astucieux qui disent au total, c'est beaucoup mieux d'avoir de l'inflation que de ne pas avoir d'inflation. Mais ce n'est pas ce que veulent les gens, bien sûr. Ce n'est pas non plus ce que disent les gouvernements et ce qu'ils souhaitent. Et c'est évidemment pas ce que la Banque centrale peut souhaiter, puisqu'elle a été créée pour assurer la stabilité des prix. Ce qu'elle a accessoirement, d'ailleurs, remarquablement assuré depuis sa création. En Europe, depuis la création, on peut dire que l'euro a assuré la stabilité des prix, en gros, avec des épisodes difficiles dans un sens, très difficiles dans un autre, la menace de déflation, et puis maintenant, à nouveau, avec cet épisode d'inflation. Mais au total, si je prends, si vous voulez, depuis la création de l'euro, sur un espace d'un quart de siècle, on a une stabilité des prix absolument remarquable, très supérieure à celle qu'avait, sans être déflationniste, mais très supérieure à celle qu'avaient les monnaies nationales, disons, auparavant. Mais on se rend compte que, on se rend compte que cette stabilité des prix, effectivement, on l'a eu pendant très longtemps, mais on a eu deux grands épisodes de grande tension, qui a été ce qui s'est passé en 2008 et ce qui se passe actuellement. En fait, on voit quand même qu'on a une banque centrale qui peine à chaque fois à réussir à ramener, à maîtriser cette inflation. C'est que quand tout se passe bien... Mais rien n'est facile, mon cher. Et vous êtes jugé dans le moyen-long terme. Si vous avez assuré la stabilité des prix sur 25 ans, il faut donc admettre qu'on a, jusqu'à présent en tout cas, surmonté les difficultés qui étaient dans les deux sens. Et bon, c'est jamais facile, les décisions sont toujours très difficiles, et les banques centrales sont toujours très critiquées, et c'est bien, c'est bien. On vit dans des démocraties. Des démocraties, ce sont des lieux extrêmement privilégiés où on peut plaider plusieurs thèses, et on juge quand même au résultat. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire le verre est plutôt plein, plutôt un peu plus qu'à moitié plein, disons, que plutôt à moitié vide, vous voyez, au total. La Bundesbank, qui est pourtant portée au nu sur le plan de la stabilité, elle avait une inflation moyenne sur les 40 années qui ont précédé l'euro de 3%. La Banque centrale européenne, depuis sa création et depuis la création de l'euro, a une moyenne annuelle de stabilité des prix, sauf erreur de ma part, de 1,7% ou quelque chose. Donc, bien mieux que ce qui était fait auparavant. Donc on ne peut pas dire qu'on a été, comment dirais-je, impuissant dans la reprise de contrôle des événements. De même, si la Banque centrale européenne n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait dans les 10 dernières années, avant Covid, avant reprise de l'inflation, on aurait eu, si vous voulez, un épisode vraiment, vraiment très, très difficile. Donc moi, je suis plutôt positif au total, même si c'est un job extraordinairement difficile que d'être banque centrale dans un monde qui change à toute vitesse, sur le plan de nos propres économies, naturellement, sur le plan technologique, sur le plan mondial. Et on a maintenant des pressions inflationnistes qui, à mon avis, sont structurelles et qui sont là pour un bon moment, mais ça ne m'empêche pas de penser qu'aux États-Unis comme en Europe,
on va reprendre le contrôle de cette situation. Et je pense effectivement, autant il était extrêmement dangereux pour la crédibilité de la Fed de dire que l'inflation allait être à nouveau autour de 2% en 2022, autant je pense que ce n'est pas absurde de dire fin 2024, fin 2025, on sera autour de 2%. Accessoirement, j'ai tout un développement à faire sur les 2%, si vous m'y autorisez, mais le moment venu. On peut peut-être en parler maintenant et on arrêtera sur cette partie d'adaptabilité au nouveau paradigme. Dernière question, est-ce que selon vous, aujourd'hui, les banques centrales sont adaptées à ce nouveau paradigme? Est-ce que dans cette adaptation-là, garder cette cible de 2% est encore un sujet présent et toujours ancré avec la réalité économique actuelle? J'aimerais juste ajouter, en lien avec la même question, j'aimerais être juste un peu plus négatif que vous et imaginer le scénario où les niveaux des prix ne baissent pas et on ne retrouve pas les 2% justement. Et donc se dire que du coup l'objectif de 2% il n'est plus adapté. Quel serait, en répondant à la première question, est-ce que les 2% sont encore adaptés? Est-ce qu'il existe aussi des solutions pour les banques centrales autres que les outils qu'elles ont actuellement pour combattre une inflation et s'obliger donc à retrouver cet objectif de 2% si on le garde plus tard? Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'il existe des nouveaux outils? Alors, donc sur les nouveaux outils, en 2 mots, auparavant, on n'avait que les taux d'intérêt à court terme. Bon. Dans la menace immédiate et grave de déflation possible, on a inventé, non, il n'y a pas que ça d'ailleurs, de mon temps, j'ai dû inventer une banque centrale qui combattait la spéculation contre la Grèce, contre l'Irlande, contre le Portugal, en mai 2010, puis la spéculation contre l'Italie et contre l'Espagne en août 2011. Donc ça, c'était une banque centrale. Alors évidemment, c'est la Banque centrale européenne, donc c'était très targeté, si je puis dire, très ciblé sur un certain nombre de segments du marché financier européen. Un certain nombre de pays étaient attaqués sur leurs propres treasuries et la décision a été prise, très critiquée d'ailleurs, très critiquée par les orthodoxes, très critiquée par l'Allemagne et par les pays d'Europe du Nord, parce qu'ils prétendaient que ce n'était pas légal, que c'était quelque chose de totalement illégal, que le traité ne permettait pas ça, etc. Tout ça est réglé, le traité permet ça. Évidemment, il fallait le faire. Je crois que plus personne ne le conteste vraiment, mais c'était quand même difficile. Donc, mais ça, c'était nouveau. Invention, disons, d'intervention massive sur les valeurs négociables sur les marchés, en plus ciblées en l'occurrence. Ensuite, il y a eu le QE, donc l'assouplissement quantitatif lui-même, qui chemine par plusieurs canaux, qui permet à la fois d'abaisser autant que possible les benchmarks de taux d'intérêt à moyen et long terme, puisque vous rachetez le benchmark lui-même, donc vous abaissez les taux d'intérêt, qui permet aussi d'obliger en quelque sorte le secteur privé à investir dans des endroits où il n'investirait peut-être pas spontanément, c'est-à-dire des endroits plus risqués pour animer l'économie. Donc vous avez beaucoup de canaux, si vous voulez, qui justifient le fait qu'on ait pu utiliser l'assouplissement quantitatif. Mais c'est entièrement nouveau. Il n'y avait pas d'assouplissement quantitatif, en fait, avant la crise que nous avons dû affronter, qui n'est pas la crise Lehman Brothers, qui est la crise postérieure à Lehman Brothers. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments à inventer? Moi, je ne doute pas de l'inventivité des banques centrales. Si on a des défis nouveaux, eh bien, il y aura des inventions nouvelles. Les Japonais ont su dire, ben voilà, on a maintenant un niveau de taux à long terme que l'on fixe comme ça. Et puis, bon, alors, il est difficile de sortir quand on est vraiment très, très imaginatif et créatif. Ça pose des problèmes. Mais au total, ce n'est pas le manque d'imagination et pas le manque d'outils. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. Et quand la Banque centrale européenne dit, en tout état de cause, on sait réagir extrêmement vite, le cas échéant, et vous pouvez compter sur nous pour qu'on réagisse, elle fait allusion aussi, si vous voulez, à l'instrument qui doit permettre de réagir si jamais il y a une segmentation anormale
du marché des obligations européennes, si par exemple les Italiens et les Espagnols ou d'autres sont dans une situation plus difficile. Je dois dire, de mon point de vue, si vous voulez, on a ce qu'il faut. Donc, à votre question sur les outils, je crois qu'on peut répondre oui, en gros, on a ce qu'il faut. Alors, à la question sur le 2%, il y a une première question, est-ce qu'il est bon ou pas bon d'avoir une définition de la stabilité des prix ou une définition, disons, de votre cible d'inflation à moyen terme, naturellement. Ce n'est pas l'inflation l'année prochaine que vous visez, c'est forcément une inflation à moyen terme, puisque l'année prochaine, vous pouvez avoir des chocs d'offres divers et variés, des problèmes divers et variés, et là, vous êtes évidemment impuissant à régler le problème immédiatement, par définition, par construction. Donc vous raisonnez toujours à moyen terme quand vous êtes une banque centrale. Alors on peut dire, c'est idiot de donner une définition de la stabilité des prix, et il vaut mieux laisser en quelque sorte les choses se faire, et puis bon, on avise, on regarde, on dit qu'on recherche la stabilité des prix, mais on ne la définit pas. C'était la position américaine avant Lehman Brothers. C'était la position japonaise, disons, avant Lehman Brothers. Ce n'était ni la position de la France avant l'euro, ni la position de l'Allemagne avant l'euro, ni la position de tout un groupe de pays émergents et de l'Angleterre avant l'euro. Le ciblage d'inflation, la théorie monétaire du ciblage d'inflation est née comme ça. Elle est née, à vrai dire, en Nouvelle-Zélande. Et l'idée était, c'est mieux de dire ce qu'on veut faire. On sera jugé sur nos résultats, on ne laissera pas les choses vagabonder. On dit à l'avance à nos propres concitoyens, à l'ensemble des participants du marché, ce qu'on recherche, c'est X%. Alors, une fois que vous avez décidé ça, et au moment où je parle, ça a été décidé donc dans une large partie du monde, poussé plutôt par le FMI, mais accepté dans une très large partie du monde, sous des formes diverses. D'ailleurs, en Angleterre, par exemple, c'était le gouvernement se réserve le droit de fixer la cible d'inflation et la Banque centrale a la capacité opérationnelle de prendre les décisions librement pour arriver à cette cible. Lorsque la Banque centrale française a été faite indépendante, c'est-à-dire début 74, non, pardon, excusez-moi, indépendante 94. Donc, début 94, la décision de la Banque centrale, donc j'étais gouverneur de la Banque centrale, a été moins de 2%, parce que c'était dans la continuité de la désinflation compétitive qu'on avait pratiquée de manière multi-sensibilité, multipartisane, disons, droite et gauche réunies, droite et gauche de gouvernement réunis sur longue période. Et là, nous étions dans la continuité. Ça voulait dire évidemment moins de 2, mais proche de 2, parce que dans tous les discours qu'on pouvait faire, bien entendu, on était très très satisfait lorsque les anticipations de marché étaient autour de 1,8, 1,9, ce qui était le cas d'ailleurs. L'Allemagne, même chose, on crée la Banque centrale européenne et on dit moins de 2, très vite on dit mais proche de 2, parce que beaucoup de tenants du ciblage d'inflation disaient ça veut dire qu'ils sont entre 0 et 2. Donc en réalité, ils visent une inflation de 1 avec le risque d'être de temps en temps près de 0 et donc d'avoir une menace de déflation. Donc on a clarifié les choses. On arrive à Lehman Brothers, il y a la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, parmi les grandes banques centrales des pays avancés qui sont sur cette ligne. Alors nous, on disait c'est la définition de la stabilité des prix, et les Anglais disaient c'est notre ciblage de l'inflation. Arrive Lehman Brothers. Et Lehman Brothers a joué un rôle majeur parce que en Amérique, comme au Japon, comme chez nous évidemment, on s'est rendu compte que le fait qu'il n'y ait pas d'ancrage des anticipations par les agents économiques, les entreprises, les syndicats, les participants du marché était un énorme problème. Et donc, après réflexion, la Banque centrale américaine en 2012 et la Banque centrale japonaise en 2013 ont décidé l'une et l'autre d'adopter une définition de la stabilité des prix ou une cible d'inflation. Alors,
ça a été 2%. J'ai déjà été assez long. Je peux revenir sur les 2% et vous expliquer pourquoi les 2% sont apparus au total, en dépit, je dois dire, d'un vrai débat sur le plan universitaire. Il y a eu des tenants du zéro, en disant mais la bonne inflation, c'est évidemment 0. D'autres qui disaient la bonne inflation, c'est 4. Et d'autres qui disaient il ne faut pas qu'il y ait de définition de la stabilité des prix ou de cible. Au total, il y a de très bons arguments pour les deux, qui sont maintenant la définition commune de la stabilité des prix aux États-Unis, au Japon, en Europe de la zone euro, en Angleterre. Donc, dans les 4 banques centrales qui émettent les 4 monnaies, qui, avec le renminbi, sont dans le panier des droits de tirage spéciaux. Donc, c'est le cœur du système monétaire international. Les très grandes monnaies convertibles qui sont dans le panier des DTS. Bien entendu, le renminbi, qui n'est pas une monnaie convertible et qui, je l'espère, va devenir convertible un jour, fait partie aussi du panier de DTS. Donc, il y a 5 monnaies. Mais vous voyez la convergence, et moi, j'ai vécu tout ça, j'ai participé à tout ça, et je peux vous dire qu'effectivement, la découverte que l'ancrage des anticipations, c'était quelque chose de très important pour nous tous, pour nos sociétés, pour la stabilité de nos sociétés, explique cette convergence, parce qu'il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de négociation internationale. On n'a pas dit, bon, réunissons-nous tous autour de la table et voyons, alors, bon, finalement, vous êtes d'accord? Pas du tout. C'est spontanément dans chaque pays que ça s'est pratiqué. C'est la plus importante réforme du système monétaire international depuis l'explosion de Bretton Woods, dans ma propre analyse, ma propre compréhension. Mais est-ce que ce 2%, du coup, aujourd'hui, est toujours adapté? Est-ce qu'aujourd'hui, à la réalité économique, peut-être ce changement structurel, est-ce que 2%, ça fait toujours du sens ou pas? Si vous changez votre définition de la stabilité des prix ou votre cible, chaque fois qu'il y a un vrai pépin, par exemple, au moment de la déflation, au lieu de dire, vous savez qu'il y avait énormément de bons apôtres qui disaient aux banques centrales, vous êtes complètement idiots parce que vous êtes ultra accommodants, parce que vous recherchez désespérément d'arriver à 2%. Mais c'est idiot. Dites 0, dites 0,5, dites 1, et vous ne serez pas obligé d'avoir tout ce déploiement, disons, de force. De même, moi j'ai connu l'époque où l'analyse principale de Lehman Brothers, j'étais aux commandes, c'était le niveau des encours de dette en proportion du PIB qui a été le problème principal, le leverage, etc. C'est ça la cause du drame associé à la faillite de Lehman Brothers. Beaucoup de bons apôtres disaient 2% c'est ridicule, mettez-vous à 4%. Voilà une bonne mesure à prendre, parce que là, vous allez avoir beaucoup d'inflation et vous allez absorber progressivement la valeur réelle des encours de dette en proportion du PIB. Évidemment, personne n'a acheté ça pour une seconde parmi les responsables, parce que qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Ça veut dire, vous dites à tous les participants du marché, auxquels on a dit pendant une longue période déjà, 2%, c'est l'inflation que vous devez anticiper à venir, et qui, en principe, ont intégré dans leurs propres calculs, et le marché est censé avoir intégré dans son propre fonctionnement, le fait que la prime de risque pour l'inflation future est de 2%. Alors, si vous dites maintenant c'est 4, vous augmentez immédiatement les taux d'intérêt de marché à moyen et long terme de 2% de plus, et pas simplement de 2%, puisque vous pouvez changer quand ça vous plaît. Alors, il faut aussi une prime de risque contre les 4%, et puis une prime de risque contre les changements supplémentaires à venir. Donc, encore une fois, vous voyez, je suis assez passionné parce que je réagis comme si j'étais encore responsable, ce que je ne suis pas. Donc, il faut me pardonner. J'ai un biais. Mais par ailleurs, je trouve excellent qu'il y ait un débat permanent, évidemment. On est en démocratie. Le principe des démocraties, c'est que les idées se confrontent. Donc c'est très bien. Simplement, je peux vous dire, moi, on m'a déjà recommandé d'être plutôt à 0 et d'être plutôt à 4. Et je pourrais élaborer sur le 2% pourquoi c'est un bon compromis. Mais on ne peut pas passer toute la journée... Au-delà d'une définition pile poil d'un 2%, d'un 3%, d'un 4%,
quand on vous écoute, c'est que un peu l'économie doit tourner autour de ce 2% qui a été décidé un peu par un consensus tacite entre toutes les économies. Mais est-ce qu'on peut pas se dire que finalement... Non, je ne dis pas l'économie doivent. Je dis au total, compte tenu du fait que l'anticipation, la stabilisation des expectations, la stabilisation des anticipations est quelque chose de très important dans nos économies, au total, la moins mauvaise des solutions est peut-être de donner une cible que j'aime pas trop personnellement, parce que ça donne l'impression qu'il y a un missile guidé qui passe son temps à atteindre la cible. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est à moyen terme la bonne référence au-delà des à-coups que l'on peut avoir et que l'on doit avoir, parce qu'on est dans des économies qui bougent beaucoup, est X%. Et le X% est suffisamment loin de la déflation possible, du risque de déflation, pour être un peu rassurant, et suffisamment loin de l'inflation établie pour ne pas prendre le risque, si vous voulez, du dérapage inflationniste. Vous voyez, c'est comme ça, concrètement. Je pense qu'il y a sûrement d'excellentes études universitaires qui doivent dire, au total, c'est probablement le bon compromis. Mais, encore une fois, je ne nie pas que si on prend l'ensemble des arguments, on peut très bien conclure que 0 est mieux et que 4 ou 5 ou 6 est mieux, ou même que n'avoir aucune espèce de définition de la stabilité des prix, c'est-à-dire le statu quo ante pour la Fédérale Réserve, ou le Japon, la Banque centrale du Japon, serait non plus... C'est possible, tout est possible, tout est possible. Et comme il n'y a pas de traité international, mais encore une fois, ayant vécu cela, ayant vu comment les uns et les autres ont raisonné, quand je dis les uns et les autres, ce n'est pas quelques individus, c'est un pays entier. Un pays entier. Pour arriver à faire passer le 2%, alors qu'il n'y avait pas de définition de la stabilité des prix aux États-Unis, ça suppose, si vous voulez, un niveau de consensus droite-gauche, républicain-démocrate, parce que normalement, les démocrates auraient dû dire « Vous êtes bien gentils, vous donnez une définition de la stabilité des prix, mais donnez donc la définition du plein emploi. » Il n'y a pas de raison. Les deux sont sur le même plan dans la loi. Vous voyez ? Or, au total, dans ces périodes difficiles, ces périodes troublées, nous y sommes toujours dans les périodes troublées, où tout est possible, où des événements nouveaux peuvent surgir de manière imprévue, et où les gens sont un peu paumés. Quand je dis les gens, je veux dire tout le monde, quoi. Nos concitoyens. Les banques centrales. Les banques centrales. Oui, bien sûr. Peut-être tout le monde. On va peut-être passer à un sujet différent, Roman. Oui, du coup, on aimerait parler un peu avec vous de l'actualité récente sur le secteur bancaire, puisqu'il inquiète beaucoup, notamment qu'on voit le risque financier et bancaire réapparaître avec la faillite de la banque américaine de SVB et les difficultés de Crédit Suisse. Et donc, il y a un vrai risque d'emballement sur le marché bancaire, et il y a une énorme peur actuellement autour de ça. Par exemple, on a bien vu pendant le discours de Christine Lagarde la semaine dernière qu'elle a reçu beaucoup de questions autour de ce sujet de la stabilité bancaire. Vu que la BCE et le mandat de la BCE donnent la priorité à la stabilité des prix, j'ai deux questions pour vous à ce sujet. La première, c'est est-ce que la Banque centrale européenne a un rôle à jouer dans la stabilité bancaire sur les marchés européens? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une crise bancaire aussi grande qu'en 2008 pardon. Est-ce que les risques sont aussi grands qu'à l'époque? Alors, première question. Non, dernière question, pardon. Nous sommes dans un monde extraordinairement fragile. C'est un fait que personne ne s'attendait à ce qu'on ait des problèmes dans les banques commerciales à cette période, si vous voulez, parce qu'il y a eu une réflexion approfondie sur les règles de prudence à imposer à toutes les banques commerciales du monde. Il y a eu un accord mondial, ça a été signé G20, à une époque où le G20 était encore actif, et la thèse était, c'est pour ça qu'il faut se méfier aussi des modes, des common beliefs. Tout le monde disait, bon, pas de problème du côté des banques, parce qu'on s'est penché sur leurs problèmes avec beaucoup d'attention. Les risques sont probablement dans les non-banques, dans le shadow banking, dans les segments du marché non bancaires dans lesquels vous avez du leverage
un leverage très important. Voilà, c'est ce qu'on disait avant. Et puis, coup de théâtre, voilà que ce sont des banques régionales américaines qui mettent le feu aux poudres. Donc, qui ne respectaient pas forcément les accords de Bâle, qui n'étaient pas forcément très bons sur leur ratio de liquidité. Non, ce n'est pas que les accords de Bâle n'étaient pas très bons. Non, les banques américaines ne respectaient pas forcément. Exactement. C'est ça, c'est le respect de ces... Vous avez 1000 fois raison. Alors, pour être précis et technique, je crois me souvenir que c'est le Net Stable Funding Ratio qui n'a pas été respecté par les petites banques américaines, enfin des petites, jusqu'à 250 milliards de bilan, les banques régionales, et cela par décision de l'administration Trump, mais approuvé apparemment même par Barney Frank. Vous savez, c'était la fameuse loi Dodd-Frank. Et on s'est retrouvé avec des banques régionales américaines qui ne respectaient pas ce ratio, respecté par les autres banques américaines, les grandes, disons, pour simplifier. Alors ça c'est quand même un sacré problème, et c'est une cause immédiate, si vous voulez. Ce qui montre que, première leçon, il faut évidemment être très conscient du fait qu'on est dans une période où il faut respecter les règles de prudence. Tout non-respect des règles de prudence établies au niveau mondial punit sérieusement l'entité, le pays, le continent qui ne les respecte pas, et punit aussi tout le monde, parce que, vous voyez, par voie de conséquence, la plus fragile des banques européennes, qui était le Crédit Suisse, elle-même s'est trouvée dans une situation désespérée et a dû disparaître. Vous voyez, ça a fait disparaître l'une des très grandes banques mondiales. Après 15 ans de casseroles et de problèmes internes. Après beaucoup de problèmes, mais ça veut dire que le plus vulnérable est attaqué immédiatement. Alors là, il y a eu le principal actionnaire saoudien qui a évidemment en a rajouté une couche absolument incroyable, de même que la maladresse du patron de Silicon Valley Bank a été elle aussi complètement instrumentale dans le problème qu'a eu cette banque. Il a fait 2 ou 3 gaffes assez spectaculaires. Mais ça montre que le monde est fragile, le système est extrêmement fragile. Les uns et les autres disent maintenant c'est la faute des réseaux sociaux. Bon, c'est idiot. C'est vrai, on est dans un monde de communication immédiate. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui créent les faillites bancaires. Donc, tout ça est extraordinairement fragile. Première observation. Vous aviez... là, j'ai pris la dernière question que vous m'avez posée. J'aurais peut-être pas dû prendre la dernière d'abord. Quelle est la partie de votre question qui était juste devant la dernière? C'était au sujet du rôle de la BCE dans la stabilité bancaire. La BCE, elle a un sacré rôle parce qu'elle est responsable de la supervision. En tout cas, en décision ultime de supervision, l'union bancaire fait que la supervision des entités particulières bancaires européennes, les grandes en tout cas, est dans les mains de la Banque centrale européenne. Mais il y a autre chose que la surveillance des banques, il y a la stabilité financière. Et là, effectivement, toutes les banques centrales ont un rôle ultra éminent de stabilité financière. Et elles doivent toutes dire en ce moment, on ne sait pas encore, enfin je ne sais pas encore moi-même, mais certains d'entre vous le savent. Ce n'est pas la décision qui compte, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il aura dit et comment il aura justifié sa décision et surtout quelles sont les perspectives qui s'offrent à long terme. Il va falloir que je regarde ça de près parce que je suis interrogé demain matin à la télévision là-dessus. Mais bon, c'est un autre problème. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les banques centrales vont dire et pensent vraiment il ne doit pas y avoir de contradiction entre nos responsabilités de stabilité financière et nos responsabilités de stabilité des prix. Parce que si c'était le cas, alors nous serions en train de créer l'instabilité financière, la pire, celle qui consiste à avoir les deux à la fois. Donc, l'idée, je crois que Christine Lagarde a bien joué la dernière fois, j'ai dit qu'on avait un problème d'inflation énorme. Accessoirement, d'ailleurs, le problème politique lié à l'inflation est réellement considérable, partout en Europe. Évidemment, singulièrement dans les pays qui sont à 12%, 13%, 11%, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'inflation que nous. Je mentionne ça aussi en passant. Donc, nous avons nos responsabilités de stabilité des prix, mais
je change complètement mon forward guidance. Avant, je disais 50 points de base à la dernière réunion, et puis 50 points de base à la réunion d'après. C'était ça. Et là, on va voir comment et ça maintenant, va elle évoluer. Dit, on va regarder. Plus de forward guidance, data dependent. À partir de maintenant, on regarde. Et évidemment, tout le monde peut interpréter ça, et moi, je l'ai immédiatement interprété comme, bon, très bien, on est ferme sur la lutte contre l'inflation, parce qu'il faut absolument ancrer en quelque sorte qu'on est crédible quand on dit qu'à 2 ans, on sera à 2%, mais en même temps, il faut qu'on montre, qu'on regarde de près ce qui est en train de se passer. Et par ailleurs, que l'on dise, pas seulement qu'on ne prend plus d'engagement a priori qui pourrait nous ligoter, mais qu'en plus, on est capable d'intervenir à tout moment, en une demi-journée, en deux ou 3 heures, s'il y a un coup de tabac ici ou là, s'il y a un manque de liquidité. Pour vous donner un exemple, moi-même, je suis intervenu pour 95 milliards d'euros le 9 août 2007. Et c'est pour ça que ce que vous disiez sur le Financial Times, l'homme de l'année sur Financial Times, c'est parce que j'avais donné 95 milliards d'euros et on avait pris la décision en 3 heures, parce qu'on n'avait plus de marché monétaire en Europe le 9 août 2007. Vous voyez, donc il faut être capable de prendre des décisions ultra rapides quand la situation est grave. Et personne ne peut penser que les banques centrales, regardez la rapidité avec laquelle la Fed a réagi à l'opération Silicon Valley Bank. Hein, ça n'a pas traîné. Elle a mis 25 points de base. Ça n'a pas... Oui. Elle vient d'annoncer 25 points de base. Oui. Mais ce qui compte, comme je le disais, c'est ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire pour l'avenir. En tout cas, merci beaucoup du tuyau. C'est pour votre interview de demain, comme ça vous êtes au courant. C'est gentil. Sur une dernière question, et après on passera aux questions du public. On va s'adresser maintenant à l'ancien gouverneur de la Banque de France. On sait qu'aujourd'hui, on a le contexte qui est aussi compliqué en Europe. La France, évidemment, nous tient encore plus à cœur que d'autres pays européens. Dans les dernières interventions du gouverneur, on entend un message comme quoi la France devrait pouvoir éviter la récession en 2023, qu'on sera un tout petit peu en dessous de 1 à 0,5, 0,8. Cependant, il y a plusieurs tensions qui semblent pouvoir peser sur notre économie. D'une part, on a la France qui est devenue déficitaire sur son solde commercial, notamment avec beaucoup d'importations d'énergie en 2022. On sait aussi que l'euro perd beaucoup de force face au dollar. Est-ce que c'est un risque, selon vous, pour l'économie française d'avoir un renchérissement de ces importations ? D'autre part aussi, on a actuellement du coup une politique monétaire très rapide, très vive, très agressive, mais on sait qu'on a aussi un effet de lag sur comment cette politique monétaire va se répercuter sur l'économie réelle. On a certains secteurs comme celui de la construction, on commence déjà à avoir ces effets-là sur un secteur de construction qui commence vraiment à baisser, bien qu'il ait été en situation de bulle. On commence à avoir ses premiers effets. Est-ce qu'on ne peut pas craindre en fait d'avoir une BCE qui pilote sa politique monétaire juste au vu des derniers chiffres d'inflation, sans forcément prendre en compte les effets à retardement sur l'économie réelle, et avec plusieurs secteurs qui pourraient ressentir vraiment fortement cette baisse de production, cette baisse de croissance dans les mois à venir, tous d'un coup, et qui pourrait du coup précipiter la France dans un épisode de récession plus massif que prévu. Et ce sera assez rapidement, si c'est possible. Oui, écoutez, d'abord, on est dans une période de grande incertitude. Le gouverneur de la Banque de France est dans son rôle en disant je pense que nous allons éviter la récession. C'est un fait que jusqu'à présent, les projections relativement pessimistes, et aux États-Unis et en Europe, se sont montrées finalement trop pessimistes. Et donc, il y a eu plutôt de bonnes surprises dans l'économie réelle. On va voir. Moi, je ne fais aucune espèce de pronostic. Je crois que nous sommes, encore une fois, les plus vulnérables. Les Européens sont les plus vulnérables. 8,5% contre 6%. Hein, souvenez-vous de ça. Il y a 2,5% entiers d'inflation qui nous frappent alors qu'on a la même inflation sous-jacente que les Américains. Donc, on est vraiment dans une période difficile. Le prélèvement sur l'économie réelle européenne est très important. Sur l'économie réelle française est très important. Donc, encore une fois, personne bien malin qui peut dire ce qui va se passer. La Banque centrale, elle doit arbitrer en permanence, comme toutes les banques centrales, pour arriver, disons, à la moins mauvaise des solutions. Il est clair, absolument clair, qu'elle ne doit pas
faire ce que fait la Banque centrale américaine, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas arriver au même niveau, à mon avis, de taux d'intérêt que les Américains, compte tenu du fait, comme je l'ai déjà dit, qu'on a un choc d'offres supérieur à celui des Américains. Donc ça, c'est clair. Pour moi, c'est très, très clair. Ceci dit, il faut arriver à réancrer les anticipations d'inflation. Et réancrer les anticipations d'inflation, certains d'entre vous qui m'ont posé la question l'ont dit, c'est pas sûr du tout, c'est très improbable. Bon. Et donc, bon, effectivement, c'est difficile. Tout ça est très difficile. Mais je crois que jusqu'à présent, l'arbitrage, et notamment l'arbitrage de la communication de la Banque centrale européenne, la dernière fois qu'elle est intervenue publiquement, me paraît correspondre, disons, à la difficulté des temps. Merci beaucoup, Monsieur Trichet. On va passer aux questions du public, quelques-unes. Normalement, il y a un micro qui devrait passer dans la salle. Levez la main si vous êtes intéressé. Voilà. Bonsoir. J'ai deux questions pour vous. J'en ai une. Pensez-vous que la dette publique des États seront un jour remboursée et quels sont les risques des États de s'endetter quand on connaît déjà les chiffres pharaoniques des dettes publiques? Et la deuxième, c'est vous avez beaucoup parlé de la crise de Lehman Brothers. Ne pensez-vous pas qu'un choix politique américain a pesé dans la balance quant à laisser Lehman Brothers faire faillite alors que 2 mois avant, la banque Bear Stearns, elle, a été sauvée? Premièrement, oui, bien sûr, la dette des États, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui, calculé avec des indicateurs, notamment, est-ce que l'encours de dette en proportion du PIB augmente encore ou se stabilise ou baisse. Hein, c'est ça que les marchés, les épargnants, on dit les marchés, bon, les épargnants, ceux qui nous financent, parce que nous demandons à être financés massivement, hélas, nous autres Français, comme beaucoup d'autres pays avancés, bref, ils regardent ça de très près. Donc, bien entendu, il faut rembourser ses dettes. Si on affiche qu'on ne va pas rembourser ses dettes, on est immédiatement fichu. Bien entendu, il faut être conscient du fait que c'est revolving, on rembourse les dettes passées et le cas échéant, on emprunte à nouveau. C'est possible tant qu'on prouve qu'on n'est pas en train de détériorer sa situation structurelle, ce qui peut être résumé abusivement en disant tant que l'encours de dette en proportion du PIB diminue régulièrement année après année. Lehman Brothers, effectivement, les Américains ont décidé de ne pas mettre d'argent public au sauvetage de Lehman Brothers. J'ai vécu ça. J'étais dans les G7, G5 réunions ultra confidentielles des banques centrales pendant ce week-end-là. Je leur ai dit, vous allez créer un drame mondial absolu. Je dois dire que mon collègue de la Fédérale Réserve était du même sentiment, que le Trésor américain croyait qu'il allait tenir sur le thème « Nous ne sommes pas en Union soviétique, nous sommes dans une économie de marché. Dans une économie de marché, il y a des dépôts de bilan. Les dépôts de bilan ne sont pas faits pour les chiens. Ils sanctionnent la mauvaise gestion, point à la ligne. » Ce que raisonnement, d'ailleurs, que l'un d'entre nous, je crois, portait sur, peut-être vous, hein, sur Silicon Valley Bank, en disant c'est pas systémique. Je suis peut-être un peu moins dur que... Non, je dis que c'est une banque régionale. Oui, non, mais c'est vrai, mais vous avez raison. Et en plus, dans le cas de Silicon Valley Bank, vous avez probablement raison. Mais dans le cas de Lehman Brothers, ils avaient, enfin, en tout cas, les événements ont prouvé qu'ils avaient tort. Mais ils nous ont mis dans une panade monumentale. Bref, je passe là-dessus. Je crois que j'ai répondu aux deux questions. Bonjour Monsieur Trichet, j'ai lu un livre de vos confrères Jacques Delarosière dans lequel il explique que une des causes, en tout cas pour lui, de l'inflation actuelle, c'est aussi le taux réel négatif. Et ma question c'est effectivement, on a des États qui ont des recettes qui augmentent avec l'inflation et des taux d'intérêt qui augmentent moins que l'inflation. Donc ma question c'est, est-ce que finalement, tant que les taux réels ne sont pas revenus nuls ou positifs, est-ce que finalement l'inflation ne restera pas structurelle ? Est-ce que le taux réel, ce n'est pas une condition de la stabilité des prix? C'est ma question. Et peut-être une deuxième sur, est-ce que vous croyez, c'est peut-être plus personnel, mais au cycle économique, ou est-ce que vous y voyez aucun élément probant pour diriger une politique économique ou monétaire? Merci.
Seconde question, évidemment, ce n'est pas une question de croyance. Les cycles économiques existent. Aux États-Unis, on dit est-ce que c'est cyclical ou est-ce que c'est séculaire? Cyclical, ça veut dire est-ce que ça correspond au cycle? Séculaire, ça ne veut pas dire est-ce que ça correspond au siècle, ça veut dire est-ce que ça traverse plusieurs cycles économiques. Donc oui, bien sûr, les cycles économiques existent, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors, s'agissant des taux d'intérêt réels, on peut dire l'inflation actuelle, je le dis moi-même parce que c'est une de mes 8 causes, les politiques monétaires ultra accommodantes dans le passé sont potentiellement cause de l'inflation actuelle. Ce qui ne veut pas dire, Larosière, lui, il critique les politiques qui ont été menées dans le passé. Ce n'est pas ma position. Ma position est, ils ont eu raison, c'était mes successeurs, ils ont eu raison de ne pas laisser se matérialiser le risque de déflation. Mais évidemment, il ne faut pas être naïf et croire que ce n'est pas sans conséquence d'avoir accumulé 24 trillions de dollars de valeurs négociables supplémentaires dans les portefeuilles des 4 grandes banques centrales que j'ai déjà listées. Donc, il ne faut pas être naïf. Ceci étant dit, attention au calcul des taux d'intérêt réels, parce qu'il ne faut évidemment pas calculer le taux d'intérêt réel à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans sur le taux que l'on constate instantanément dans la zone euro, qui est 8,5. On l'a déjà répété 3 fois ou 4 fois. Donc, il vaut mieux, si vous voulez, se dire, attention, évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. Évidemment, il est crédible que les banques centrales, qui se sont quand même pas mal mobilisées, sauf erreur de ma part, on a eu plusieurs augmentations massives de taux, au point que mon voisin de gauche, légitimement, me dit, est-ce que vous ne portez pas préjudice à l'économie réelle au point de créer des problèmes dramatiques du côté du real estate, etc. Donc, vous voyez, tout ça est complexe. Il ne faut pas trop simplifier, à mon avis. C'est un fait que les taux d'intérêt réels étaient très anormaux au moment où l'inflation est repartie. C'est un fait que le retard à l'allumage, comme je l'ai dit, a été beaucoup trop lent, parce que redémarrage de l'inflation mi-2021, première décision d'augmentation de taux aux États-Unis, mars 2022. Et première augmentation de taux en Europe, corrigez-moi si c'est pas... Enfin, vous êtes étudiant, donc vous savez tout ça par cœur. Sauf faire de ma part, c'est bien jusqu'à présent. Juillet 2022. Donc, vous voyez, il y a du retard à l'allumage, c'est clair. Bon. On va voir comment tout ça va se stabiliser. Si on reprend le contrôle de l'inflation, ça ne sera pas uniquement parce que les banques centrales auront fait l'intégralité du boulot. Tous les partenaires autres sont en cause. C'est clair. Les messages des gouvernements jouent un grand rôle. Les décisions des parlements jouent un grand rôle. Si les parlements, au lieu de cibler les aides qui sont apportées pour atténuer les prix de l'énergie, s'ils ciblent ça sur les plus démunis et les plus défavorisés, c'est bien. Si on cible ça sur tout le monde pour faire semblant du fait qu'il n'y a pas d'augmentation réelle du pétrole pour tout le monde, enfin ou du gaz, c'est épouvantable, parce que c'est exactement l'inverse de ce que les banques centrales essayent de faire. Ça va dans le sens de l'inflation, même si politiquement, évidemment, c'est agréable, c'est une musique agréable pour tout le monde si on dit, grâce à l'argent public, vous payez moins cher votre gaz ou votre pétrole. Mais c'est de la folie, il faut être clair, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais enfin, au total, les banques centrales n'ont pas agi de manière irresponsable, elles ont simplement un retard à l'allumage, elles ont eu un retard à l'allumage substantiel, oui. Bonsoir Monsieur Trichet. Moi j'aurais une question, j'aimerais avoir votre regard sur les discours d'Isabelle Schnabel, qui est donc économiste, membre du board de la BCE, et qui nous explique du coup que les politiques monétaires doivent avoir un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique, et j'aimerais avoir votre regard sur cette question. C'est une question qui est très importante, je dirais à bien des égards, qui dépend de l'environnement dans lequel se trouvent les banques centrales. Quand la banque centrale, c'est celle
Mme Schnebel, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, se trouve dans un environnement où il y a un très large consensus pour penser, comme je le pense ici, pour penser que le changement climatique est un problème absolument majeur. Il est normal, me semble-t-il, qu'une institution publique se dise je dois être bonne citoyenne. Je suis une institution publique, comme beaucoup d'autres institutions publiques et privées, je suis bonne citoyenne et donc je prends en compte le changement climatique dans ma propre conduite. Alors, est-ce que ça doit aller jusqu'à infléchir la politique monétaire? Certainement pas, à mon avis. Ça doit certainement conduire la Banque centrale pour toutes ses own funds, pour son capital, pour les fonds qu'elle gère elle-même, de faire exactement ce que doit faire la meilleure entreprise mondiale, privée ou publique, pour ce qui... Alors, il y a des sujets qui sont plus délicats. Donc, moi, je suis un peu circonspect, mais je note que, fort heureusement, la Banque de France, la Banque d'Angleterre, les principales banques mondiales du groupe de 85 banques centrales mondiales, évidemment la Banque centrale européenne, sont dans un collège, si vous voulez, qui essaye de faire ce qu'il faut faire le mieux possible sur un sujet qui est quand même... enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'idée des personnes qui ont mon âge, c'est que vous êtes absolument convaincus qu'il faut tout subordonner à la lutte contre le changement climatique. Peut-être me trompais-je un peu, mais c'est le sentiment que nous avons. On est quand même plus sensibilisés, je pense. Plus inquiétés aussi, peut-être. Oui, non, mais moi aussi, je suis président d'un petit groupe international qui conseille les IFRS, qui elle-même, si vous voulez, chapeaute le International Sustainable Standard Board, qu'Emmanuel Faber dirige. Vous voyez, donc je suis assez impliqué là-dedans. On a peut-être le temps pour une dernière question du public. Peut-être de l'autre côté. Quoi 5 minutes, je sais pas. Je prends les dernières questions, puis j'y répondrai en bloc. Alors. Ouais, bon, ouais. Une ou deux questions. Vous m'entendez? Oui. Très bien, super. Alors moi, je vais essayer de vous poser une question, du coup, à l'échelle nationale. Est-ce qu'on peut faire un lien, justement, entre l'euro et le déficit commercial que traverse la France depuis maintenant 10-15 ans? C'est une simple question. Merci. Question suivante. Oui. Pardon, je vais passer après. Moi, je me demande... Ah, je commence, désolé. Monsieur Trichet, je me demandais s'il fallait continuer à donner l'entière responsabilité du mécanisme d'inflation aux banques centrales, ou est-ce qu'on pouvait considérer que ça pouvait être aussi une part de la responsabilité du gouvernement? Dans le cas de l'inflation qu'on connaît depuis les dernières années, on s'aperçoit qu'en effet, c'est un mécanisme monétaire, mais c'est aussi, donc c'est un mécanisme macroéconomique, mais c'est aussi le résultat en fait de décisions microéconomiques et du fait qu'on le voit avec les profits du CAC 40 et le profit des grandes entreprises, on le voit avec l'augmentation des loyers aux États-Unis. C'est aussi en fait une décision de certains individus, les entreprises qui en profitent pour augmenter leurs marges, les propriétaires immobiliers qui en profitent pour augmenter leurs loyers. Et donc, ça n'est pas seulement un mécanisme macroéconomique, mais c'est aussi quelque chose de microéconomique. Et est-ce que le gouvernement n'a pas une possibilité d'intervenir là-dedans? Moi, c'est une dernière question par rapport au risque de la fragmentation en zone euro. Est-ce que les dernières années, les crises qu'on a vécues ces récentes années, est-ce qu'elles ont renforcé ce risque qui s'accentue, en fait, on l'a vu, entre l'écart des taux entre chaque pays de la zone euro? Merci. OK. Ce sont les dernières? OK, alors, ça tombe à pic. On est à la fin de notre session. Déficit commercial de la France, il est vraiment très mauvais. Et la France, malheureusement, présente la caractéristique d'être le pays au sein de la zone euro, parmi les grands pays comparables, qui dépense le plus de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut.
de très très loin. Hein. C'est plus de 10% de plus que les Allemands dans les statistiques de l'OCDE, et beaucoup plus que les Italiens. On est dans un pays qui a un déficit commercial structurel important par rapport à beaucoup d'autres, qui sont aussi dans la zone euro, bien sûr. On a donc une sorte de gestion bipartisane, parce que ça, on ne peut pas attribuer ça à une sensibilité politique plutôt qu'à une autre, me semble-t-il. Ça correspond à une culture française qui est plutôt une culture laxiste. Bon, je suis obligé de dire ça, parce qu'on dépense systématiquement plus qu'on ne gagne au niveau du pays tout entier. Ça n'a pas été le cas toujours. À la fin d'une période dite de désinflation compétitive, qui était bipartisane, multipartisane, on était arrivé à un niveau d'équilibre, de grands équilibres et de création d'emplois qui était, tenez-vous bien, resté assis, un peu plus flatteur que celui de l'Allemagne. Enfin, quand on a eu l'euro, on s'est dit, il n'y a plus besoin de faire d'efforts, on a ce qu'on voulait, et donc on peut laisser aller. Les Espagnols ont dit la même chose, les Italiens ont dit la même chose. Simplement, les Italiens et les Espagnols ont été rattrapés par la patrouille. Ils ont été en situation de crise épouvantable, je l'ai déjà évoqué, en particulier en 2011, au point qu'il a fallu les sauver, c'est-à-dire empêcher la faillite complète. Et j'avais acheté à l'époque, je crois, pour 220 milliards d'euros de trésors italiens, de trésors espagnols. Et en même temps, évidemment, ils se sont mis à changer de politique. Et je ne résiste pas à l'idée de vous dire que le nouveau Premier ministre italien, arrivant au pouvoir immédiatement, donc fin 2011, début 2012, Mario Monti, a mis l'âge de la retraite à 67 ans, immédiatement, à son arrivée au pouvoir, sans qu'il y ait ni de démonstration dans les rues, ni de défilé, ni de protestation véhémente. Je dis ça simplement comme ça, c'est-à-dire quand on a l'épée dans les reins, parce qu'on est dans une situation réellement tragique, les choses sont différentes. Heureusement, nous, on n'a jamais été dans une situation tragique, mais c'est un fait qu'on s'est laissé un peu aller. Alors, on va voir, rien n'est lié à la zone euro, à mon avis, c'est plutôt la gestion domestique. Où que vous soyez, avec quelque système monétaire que ce soit, si vous vous gérez très attentivement, avec un consensus de l'ensemble des grandes sensibilités, eh bien, vous préservez les grands équilibres et le plein emploi. Si, malheureusement, vous ne vous gérez pas aussi bien, il y a plus de problèmes. Je souhaite ardemment que la France comprenne ça, mais on rejoint ce que je disais. Quand vous êtes dans une culture de partenaires sociaux qui correspond aux ouvriers, employés et cadres d'une entreprise moyenne exportatrice, il n'y a pas besoin de faire de longs discours pour comprendre qu'il faut que l'entreprise soit compétitive. Et ça change tout. Si la culture dominante n'est pas du tout celle-là, ce qui est le cas, je dois dire, dans une large mesure en Italie et en France, alors c'est beaucoup plus compliqué, parce que ce n'est pas si facile de comprendre que une gestion un peu laxiste, en dernière analyse, va vous conduire à plus de chômage, plus de difficultés, plus de déficits que la gestion correspondant à l'autre culture. Je n'ai pas le temps d'élaborer trop, mais je crois que c'est important. Banque centrale ou gouvernement, les banques centrales ne peuvent pas tout faire. Dire que les banques centrales peuvent tout faire, c'est une aberration, et je suis entièrement d'accord avec l'esprit de la question qui a été posée. Les gouvernements ont de très grandes responsabilités, les gouvernements et les parlements, j'ai déjà évoqué la responsabilité des parlements, ciblés sur les plus démunis, les plus défavoris en ce moment, pas sur tout le monde. Et en ce qui concerne la spirale prix-coût, effectivement, le discours gouvernemental peut tout changer. La désinflation compétitive, c'était un discours gouvernemental. Ce n'est pas la Banque centrale qui avait inventé la désinflation compétitive. C'était le gouvernement, d'abord le gouvernement de gauche, puis les gouvernements successifs de droite, de gauche, qui ont tous dit on a besoin d'avoir plus de compétitivité, plus d'emplois, de lutter contre le chômage et de faire l'Europe. Et
il y a eu un consensus pendant 17 ans. Et évidemment, je rejoins complètement ce qui a été dit. S'il y a consensus politico-stratégique pour faire quelque chose, ça simplifie sacrément la tâche des autres partenaires dans le pays, y compris évidemment de la Banque centrale. Alors, fragmentation, oui, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est entièrement lié à ce que je disais. Hein. Il y a fragmentation quand il y a dans l'espace de la zone euro une zone dans laquelle on voit qu'il y a accumulation de problèmes, de mauvaise gestion, de déficits, et où donc petit à petit l'écart se fait sur les treasuries, sur les obligations d'État. C'est ce que nous avons connu. Moi, je suis intervenu massivement sur la Grèce, l'Irlande, le Portugal, pour empêcher la spéculation de gagner, puis sur l'Espagne et l'Italie pour empêcher la spéculation de gagner. Ce n'était pas par hasard, si vous voulez, qu'on avait ces problèmes. Pendant que la moyenne de la zone euro était une augmentation en euros, depuis la création de l'euro jusqu'à la crise des risques souverains, de 36% dans l'ensemble de la zone euro, en Grèce et en Irlande, c'était 115% et 110%. On avait augmenté tout le monde avec le même euro, l'euro qui avait la même valeur internationale, le même coût international, on les avait augmentés de manière délirante, en dépit de toutes les recommandations qui leur étaient faites par la Commission, etc. Donc au bout d'un moment, effectivement, ça craque. Et donc, heureusement, on n'est pas du tout dans des situations de ce genre, bien sûr, mais il faut bien comprendre que chaque État, chaque société, chaque gouvernement, quel que soit son insertion, le système dans lequel elle se trouve, est responsable. Alors, dans la mesure où on fait l'hypothèse, évidemment, en Europe, que chacun respecte convenablement les orientations qui sont données, les recommandations qui sont faites, l'instrument dont dispose la Banque centrale européenne, sauf erreur de ma part le TDI, est là précisément pour aider, exactement comme de mon temps, c'était le SMP, le Securities Market Programme, qui avait aidé, mais on l'avait inventé à l'époque, il n'y avait pas d'instrument. Pardon ? Le TPI a été inventé au début de la crise. Oui, mais on ne l'a jamais utilisé. C'est un concept inventé ex ante. Moi, c'était des trucs qu'on faisait dans le week-end, quoi. Okay. C'était pas encore inventé ex ante. Voilà, j'ai compris que c'était les dernières questions. Je crois bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à tous d'être venus. Très bonne fin de soirée à tout le monde.